Upper eyes in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 films qui ressortent en version restaurée en 4K à partir du 23 mars, à partir de demain. Film restauré et distribué par Malavida Film, d'ailleurs que je remercie Marion Echard, Anne-Laure Brénéol et Lionel Iturralde pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Ces 4 films ont un point commun, c'est qu'ils sont réalisés par le même auteur, et cet auteur c'est Jacques Doyon. Et Jacques Doyon a accepté de venir en parler de nouveau, et je lui en suis reconnaissant. Comment allez-vous, Jacques Doyon? Pas si mal. Si j'étais en préparation de film, j'ai encore mieux. Mais bon, la saison, les saisons des années 2000 sont un peu compliquées pour ce type de cinéma. Ça ne s'arrange pas. L'industrie, le divertissement, horrible mot. A priori, non, mais ça le devient. Et toute puissante. Donc, les films que je faisais, avec le sentiment d'avoir beaucoup à bagarrer dans les années, je veux dire, 70, 80, 90. Aujourd'hui, ils sont bien plus difficiles à produire, à financer. Le financement de ces films-là est devenu extrêmement compliqué. Ça doit être fatigant à un moment. Ça va être fatigant quand même de faire du oui, cinéma. Mais comme tourner est extrêmement excitant, on se fatigue beaucoup et on a intérêt à se fatiguer beaucoup pour essayer de prendre le plaisir de faire des films. Moi, je sais que dans les années 70 et 80 et 90 aussi, vous tourniez beaucoup. D'ailleurs, c'était important pour vous de tourner. Vous ne voyez même pas ne pas tourner. Et c'est vrai, comme vous venez de le dire, depuis plus de 20 ans, les choses ont changé. Et quand c'est arrivé cela, cette idée que, enfin pas cette idée, mais le fait qu'à un moment vous pouviez plus tourner autant de temps et de fois que vous souhaitiez, comment on gère ça? À partir du moment où ce que j'écrivais intéressait moins les financiers et intéressait moins les comédiens aussi. Je veux dire, il fut un temps, jadis, où les Piccoli, les Huppert, les Dahl, etc. Je veux dire, quand je leur proposais un film, le plus souvent, la réponse était positive. Aujourd'hui, le plus souvent, la réponse est négative. Voilà, donc on voit bien que les comédiens veulent être populaires, veulent avoir du succès, veulent avoir des chèques suffisants. Et que de ce côté-ci aussi, les temps ont changé. C'est tristement drôle ce que vous dites là, parce que j'ai écouté récemment pour préparer cette émission l'entretien que vous aviez accordé à Serge Danet chez Microfilm quand le film Comédie était sorti. Et à un moment, vous parlez de ça. Vous dites, c'est en 87 si je me trompe pas, et vous dites, je ne sais pas si les Catherine Deneuve, les Gérard Depardieu voudraient accepter de travailler avec moi. Même vous aviez proposé un rôle à Depardieu et il l'avait pas écouté, il l'avait pas entendu. Et quand je vous écoute me dire ça, je veux dire, là, il n'y pouvait rien. Ce jour-là, je n'ai proposé qu'une fois, je n'ai pas insisté. Et ce jour-là, il n'était pas terriblement à jeun, donc je ne suis pas certain qu'il se souvienne bien de la proposition que je lui avais faite. Non, mais je peux vous assurer que dans la liste longue des comédiens qui ont refusé de travailler avec moi, la plupart étaient à jeun. Hein. soyons clairs. Non, mais c'est très très drôle ce que vous racontez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà à cette époque-là, vous vous posiez cette question, est-ce que ça pourrait arriver un jour que ces acteurs, actrices veulent rentrer dans votre univers? Et là, vous êtes en train de me dire que même aujourd'hui, les nouvelles générations de comédiens et de comédiennes sont un peu hésitants, voire même ne veulent pas. Je me dis que finalement... C'est pas même aujourd'hui, c'est surtout aujourd'hui. Mais comment vous pouvez expliquer ça? J'explique ça par... je dirais, si j'étais trivial, je dirais...
j'ai l'impression qu'ils sont plus collectionneurs d'appartements que de cinéastes ou que de films. Il y a moins de spectateurs dans les salles. Il n'y a plus de cheveux blancs dans les salles. Il y a moins de gens de 20 ans. Alors, ça s'explique par quoi? Par le fait qu'il y a toutes ces machines à partir desquelles on peut pirater les films. Mais aussi, je pense que l'éducation, de façon générale, mais précisément sur le cinéma, elle n'est pas faite. De mon temps, très vieille génération, il y avait un ciné-club, par exemple, par lycée. Il n'y a plus de ciné-club où ça revient un tout petit peu, ça serait bien d'ailleurs que ça revienne sérieusement. De mon temps, jadis, autrefois, temps révolu, il y avait 3 chaînes de télévision. Sur ces 3 chaînes, il y avait 2 ciné-clubs. Aujourd'hui, vous avez 200 ou 400 chaînes, etc. Mais les ciné-clubs sur les chaînes dont je parle, l'une, c'est même minuit, il était à 1h ou à 2h du matin, je ne sais plus à quelle heure il est, et l'autre a disparu. Donc, il est clair que l'éducation en prend un sale coup. Il est clair que concernant le cinéma particulièrement, lycée Voltaire où j'étais, en dehors de la classe de préparation à l'idée du moment, il y avait, on était 20, 30, 40 fanatiques à venir tous les vendredis après-midi à 17h voir des films de cinéastes inouïs. Aujourd'hui, il n'y a plus ça aussi. Donc, mauvaise éducation, sans aucun doute. Donc, il n'y a pas de raison que cette mauvaise éducation ne touche pas aussi les acteurs. Puis après tout, s'ils veulent faire des films populaires qui marchent, qui leur semblent très bien, et qui sont peut-être parfois pas si mauvais que ça, qu'est-ce que je peux faire? On vit dans une espèce de démocratie, donc ils ont le droit d'accepter. En même temps, je me dis ça serait peut-être pas mal, un régime un peu plus dur, où on dirait tu vas tourner toi avec Doyen. Je ne sais pas. Mais j'ai envie de vous contredire, vous savez, je suis obligé de vous contredire. Hein. Je ne peux que vous contredire parce que il y a une multiplicité de possibilités de voir des films aujourd'hui. Avec Internet, on a accès à tout, et il y a beaucoup de nouvelles générations qui, via le Internet, ont cette possibilité de voir des films, de voir même vos films, et je crois que les ciné-clubs existent encore. Et quand je regarde par exemple un film comme alors, beaucoup moins parce que peut-être les sociétés sont différentes. Les vidéoclubs, effectivement, n'existent plus comme avant, mais je pense qu'il y a toujours une capacité, une envie de voir des films. Pensez pas, excusez-moi de vous couper. Pensez aux années 60. Je ne suis pas un grand cinéphile, hein. Mais est-ce que vous entrevoyez un film de la fantaisie, de l'invention comme le Falstaff de Wells, comme le 8,5 de Fellini, comme je peux vous aligner 5-6 films derrière. Bien sûr. On va s'arrêter là. Je ne vois pas ça. Vous voyez, Mizoguchi, vous voyez les films de Mizoguchi, il y a d'autres films faits d'une autre façon, qui viennent souvent de l'extérieur d'ailleurs, qui viennent de petits pays où on contrôle moins bien où l'industrie du divertissement est moins puissante peut-être, et qui sont faits de façon bien plus marginale. Moi, les films dont on parle là, les films qui ressortent, la moitié ne trouvait pas preneur. Donc la moitié coûte moins cher que le prix de la restauration de ce film aujourd'hui. Donc c'est... je peux pas dire, je ne trouve pas, n'allant pas si souvent au cinéma, et avec aussi 600 films à voir dans l'année, ou 700 films, je ne sais pas combien, il faudrait que j'aille 2 fois ou 3 fois au cinéma et que j'habite Paris, ce qui n'est pas le cas le plus souvent. Donc, mais je vois quelquefois des films tout à fait intéressants où l'invention de la mise en scène est très inférieure. Je ne vois pas, je ne vois pas. Je vois des cinéastes tout à fait convenables et parfois tout à fait intéressants, mais la mise en scène de ces films-là est faible. Voilà, enfin, si on peut séparer
Je peux séparer ça. Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous citer un cinéaste parce que j'ai l'impression, alors là, par contre, si je me trompe, j'en suis vraiment désolé, mais quand je vois ces films, je retrouve aussi cette manière de regarder les comédiens et comédiennes comme vous l'avez. Euh, c'est Abdelatif Kechiche. Oui, Est-ce que... non, mais on va citer lui, Desplechin, etc. Ouais, c'est des cinéastes tout à fait intéressants. C'est une Hmm, évidence. Mais je, je, je dirais, le travail des comédiens, je pense qu'il se fait, il est plutôt plus intéressant peut-être aujourd'hui que du temps de la Nouvelle Vague, par exemple. Souvent, il y avait quatre prises, et de Keshish à Desplechin, je pense qu'il n'y a pas trois prises. Bon. Il y a un travail qui ne met pas beaucoup avant. ah, d'accord. Mais sur l'espèce de chorégraphie et d'invention de chorégraphie entre acteurs, déplacement des acteurs, dynamique des acteurs et caméra, là, on est un peu en dessous. Je ne vois pas un Fellini, je ne vois pas je ne vois pas un Wells, je ne vois pas l'ombre d'un Mizoguchi, je ne vois pas ça. Et je pense que la mise en scène, c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est pas pour ça que je suis au niveau des gens que je cite. Il faudrait aussi à supposer que j'ai autant de talent que ceux qui est vraiment à voir. Il faudrait que j'ai leurs moyens. Parce que 8,5, et puis pour rester sur Wells, Falstaff au hasard, le film de Wells, c'est des mois de tournage. Moi, je n'ai pas des semaines de tournage, j'ai des journées de tournage. C'est-à-dire que le Hmm. dernier film que j'ai fait en 31 jours, ce qui était beaucoup, mais 31 jours de 5 heures, c'était des enfants. Donc ça veut dire 22 jours. En 22 jours, on a une scène à faire le matin, une scène à faire l'après-midi. Il n'y a eu aucune préparation, il n'y a eu aucune répétition, il n'y a rien eu. Donc, on livre des espèces d'esquisses, on livre des espèces de machins, de brouillons, on est du côté, je sais pas quoi, de l'aquarelle. On n'est pas dans la peinture à l'huile, là. On n'a pas le temps. On peut même pas refaire une scène si on n'est pas content. Donc, on ne peut pas se comparer en 22 jours. Je pense que Sushi a beaucoup plus de temps que moi. C'est une évidence, hein, je pense. Je suis sûr. Je pense que Desplechin a beaucoup plus de temps que moi. Mais chance pour eux. Je veux dire, ils peuvent travailler plus sérieusement, plus durablement dans le temps que moi. Un film comme Mes séances de lutte, je me dis que ça, vous n'auriez jamais pu le faire avec des comédiens dans les années 80-90. Quelque chose comme ce film-là qui est incroyable. Écoutez, je ne pouvais pas le faire dans les années 2010. Je ne pouvais pas le faire parce qu'aucun distributeur, aucun producteur n'en voulait. Je dis aucun. Vous voyez 4, 5, 6 et puis vous n'allez pas faire, Hmm. pas tout les voir parce que ça va vous prendre une année là, au moins. À partir de vous avez 4-5 refus de distributeurs convenables et 4-5 refus de producteurs qui pourraient être intéressés par ça, vous oubliez. Bon, je ne sais pas si j'aurais pu le faire, mais je ne pouvais pas le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté une petite société de production avec 3 sous. Je l'ai tourné chez moi dans ma baraque. Je l'ai écrit en pensant que j'aurais du mal à le faire et que 2 acteurs étaient le bout du monde. Et on a tourné alors, c'est des journées, 4 semaines de 5 jours, donc 20 jours, plus 2-3 jours et la moitié d'un samedi. On a dû tourner à 23 jours. Voilà. Alors, j'aurais eu du mal à le faire hors numérique, en pellicule, parce que, en fait, il y a 18 séquences, et les 18 séquences sont tournées dans la continuité. C'est-à-dire qu'à Hmm. partir du moment où on dit moteur, on a le cap tout de suite derrière, la scène démarre, elle dure 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 12 minutes, ou plus, et je dis couper quand c'est terminé. Donc, il y avait 3 plans où l'un marchait, l'autre sortait, l'autre, etc. Mais en fait, il y a autant de plans que de scènes. Comme il y a 2 caméras, on se rend moins compte, évidemment, en voyant le film, parce qu'on passe d'une caméra à une autre. Mais si jamais il n'y avait eu qu'une caméra, je pense que je n'aurais pas pu faire le film.
et c'est une caméra, on verra que c'est des plans séquences à chaque fois. Je ne coupe jamais au milieu de la scène, au milieu, au début, à la fin, etc. La scène, elle n'est jamais coupée. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est ça qui est incroyable parce que il y a quand même une jeune actrice dans ce film, c'est Sarah Forestier. Donc il y a encore la possibilité de croire qu'il y a encore des comédiens et des comédiennes qui veulent bien expérimenter. Sarah Forestier est la seule comédienne en 10 ans m'avoir donné un coup de téléphone pour me dire j'aimerais bien tourner avec vous. On a fait des essais sur 2-3 ans plus tard, je faisais un film après ce coup de téléphone. Et il me semblait que ce n'était pas pour elle. Mais je voudrais bien faire un essai. Je dis, ça, on fait l'essai, mais c'est pas pour toi. Elle a fait l'essai, elle était très bien, mais c'était pas pour elle. Donc, 5-6 ans se sont passés, et puis, je me suis dit, ce film-là, Les Sens de lutte, si Sarah Forestier me dit non, je ne sais pas si le film se fait. Sarah Forestier m'a dit oui, elle m'a amené, si je veux dire, pardon, c'est un peu vulgaire, elle m'a amené James Tiré, et on a fait le film sans avoir répété à l'avance. Et le film, c'est comme ça. Donc, je dois le film à Sarah Forestier, absolument. Mais je vous pose... je ne sais pas si quelqu'un, je n'ai pas, c'est la seule qui m'a appelé en disant, soyons clairs. Je vais vous poser une question très provocatrice. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre carrière, enfin dans la filmographie, qu'il y a un comédien ou une comédienne, un peu comme Sarah Forestier, qui a un désir de faire un film encore plus grand que le vôtre? Avec vous, je veux dire. Oh, plus grand que... C'est difficile que ce soit plus... Sur le temps, on peut être quasiment à égalité. Et sur le temps, sur le moment de la prise, peut-être que le plaisir peut être au moins aussi grand, si ce n'est plus grand, parce que il y a le texte, il y a les indications qu'on donne, mais il y a le jouer, c'est-à-dire l'interpréter. Donc l'interprétation, j'ai une prise moyenne sur l'interprétation, parce qu'il y a ce que je demande, il y a comment on va le faire, à quel moment vous allez vous retourner, jusqu'où vous allez aller, etc. Et puis les indications, je dirais, de jeu, de vitesse, de cadence, de tempo, on va dire. Bon. Mais sur le moment, le comédien et la comédienne peut à certains moments décoller un peu, je peux le voir, je peux y prendre du plaisir, mais peut-être que son plaisir décollant est au moins aussi grand que le mien, si ce n'est plus grand. Mais avant, tout ce qui se passe avant, les comédiens n'y ont pas de part, puisqu'on ne répète pas avant, et puisque quand j'écris, ils ne sont pas là. Donc, moi, je peux peut-être prendre du plaisir ou me lamenter, mais eux ne sont pas là. On va parler de ça, mais comme on est dans une conversation extrêmement libre, j'ai parlé de 4 films parce que nous sommes là parce qu'il y a 4 films qui sortent demain. Je vais quand même les nommer, quand même. Il y a les Doigts dans la tête qui datent de 1974, La drôlesse et La femme qui pleure, je crois, qui ont été réalisés la même année en 79, si je me trompe pas. En 78, mais qui sont sortis peut-être en 79, mais en tous les cas, tournés en 78. L'un l'hiver, l'autre à la fin de l'été. À la fin d'été. Et le 4e film, le dernier, c'est La vie de famille, qui date de 1984. Donc, c'est 4 films entre 74 et 84, vous aviez 30 ans. Et aussi La vie de famille, pour vous dire qu'à ce moment-là, c'était plaisant de faire des films. Enfin, c'est toujours plaisant, mais on en faisait plus souvent. La vie de famille, cette même année-là, j'avais fait La Pirate l'hiver, et j'avais fait La vie de famille en chantant de Cannes. Donc, voilà, 2 films dans l'année, c'était pas mon lot. Mais j'aurais aimé que ce soit mon lot toute ma vie de faire 2 films. Alors, on ne fait que ça. On n'a plus de vie de... Je pense que nos enfants, les femmes avec qui on vit, nous détestent. Mais faire des films, c'est pas rien. Voilà. Et elles pensent, elles n'ont pas tort, ces enfants, ces femmes, qu'un jour ou l'autre, on reviendra parce qu'on ne sera plus autorisé à faire des films aussi souvent. Voilà. C'est très hollywoodien, ça, de faire 2-3 films par an. J'ai l'impression de retrouver... Moi, quand je veux me remonter le moral,
je regarde les filmographies des cinéastes américains, des cinéastes japonais aussi. Je vois Mizoguchi Ozu, il y a 2 films, 3 films, parfois 4 films par année. Enfin, c'est insensé. Alors, ils n'écrivaient pas toujours leur scénario, bien entendu. Ils ne choisissaient pas forcément les acteurs. Je parle plus du cinéma américain encore. On ne leur demandait pas de venir au montage. Ils ne parlaient pas du film à la sortie. Donc, c'est pour ça que c'était plus costaud en mise en scène. Parce qu'ils n'avaient que le film à faire. Et que le film à faire, avec tellement de choses imposées, scénario, acteur, la seule liberté qu'ils avaient, c'était la mise en scène. Donc, on voit combien, dans les années 40, 50, 60, de mise en scène, c'est plus costaud, sans aucun doute. Il ne pensait qu'à ça. Il ne pensait qu'à ça, en fait. Je vois combien on a régressé, donc je peux juste me lamenter en me marrant. Mais ces 4 films qu'on vient de nommer donc, vont être montrés à partir de demain, c'est-à-dire en 2022. Est-ce que ça vous arrive parfois, le fait que ces 4 films qui viennent d'une période un peu particulière, vous aviez entre 30 et 40 ans, est-ce que vous vous êtes posé quand même cette question de vous dire, bon, il c'est possible qu'une nouvelle génération me découvre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille? Un, ça ne me travaille pas. 2, c'est vrai. 3, c'est vrai pour une petite partie, parce que, soyons raisonnables, là, j'ai présenté des films qui vont passer parfois un jour ou un soir. Il y aura entre 50 et 150 personnes. Donc, au final, après le tour, après la tournée de Rockstar, il y aura eu 1 millier de personnes qui ont vu les films, peut-être un peu plus, peut-être pessimiste. Mais l'avantage, c'est qu'ils étaient tranquillement pas en train de mourir, ils avaient achevé leur vie depuis très longtemps. Et tout à coup, voilà, on les ressuscite. Ce qui veut dire que ces films sont vivants, qu'on peut les projeter, mais si on peut les projeter au cinéma, on peut aussi les projeter à la télévision. Donc il y a des chances pour que ces films, de temps en temps, repassent dans des chaînes de cinéma ou des chaînes Rêvons, France 3, Arte, la 5, où de temps en temps, ils passent des films un peu différents. Donc ça, c'est plutôt incongru et inimaginable. Pensez dans les années 70 et 80, parce que 3 datent des années 70, 1 des années 80, que ces films pourraient être encore vivants, et moi aussi du même coup, en 2022, ça paraît une blague. Voilà. Donc c'est plutôt une blague pour moi, une blague plaisante, mais c'est une blague. Et si je vous dis que il y a quelques-uns de ces films qui avaient été aussi réédités en DVD chez MK2, je crois, dans les années 2000. Donc c'est une autre, il y avait une autre génération. Là, pour le coup, je faisais partie de cette génération-là qui vous découvrait. Et je suis encore là avec vous. Oui, bien sûr, mais donc chance, que dire, chance, et puis travail de, par exemple, la petite équipe de ma vida, elle a bossé, elle bosse toujours, et elle bosse bien. Donc il faut trouver des gens qui estiment ces films assez et qui pensent qu'il ne faut pas les laisser mourir. Chance aussi, c'est-à-dire que c'est grâce à des restaurations, et ces restaurations, elles ont été, le prix de ces restaurations a été donné par une commission au sein du cinéma qui a donné de l'argent à ces films, donc qui a estimé cette commission, je ne connais personne, cette commission a estimé que ces films valaient la peine, qu'il fallait les laisser en survie ou les remettre en vie, voilà. Donc il y a tout ça qui fait qu'on se dit que ça ne doit pas être de si mauvais films que ça. Je ne dis pas que c'est chef-d'œuvre, je dis que ça ne doit pas être si mauvais que ça, voilà. Mais vous les avez revus, ces films-là? Vous aviez eu envie de les revoir? Non. Voilà. Je ne les vois jamais. Mais là, je n'ai pas le choix. Et puis finalement, comment dire, je l'ai envoyé parce qu'il faut valider
la copie donc validait l'étalonnage. Et habituellement, je m'en débarrassais habilement sur les opérateurs. Il se trouve qu'un certain nombre d'opérateurs de ce film-là sont morts. Donc, moi étant survivant, il faut que je me pointe. Et puis, il y a comme une espèce de prescription. C'est-à-dire que voir les films 3 ans ou lire des critiques 3 ans après, c'est encore trop tiédasse. 40 ans après, voilà, c'est plutôt rigolo de les voir. Alors, et puis, moi, je ne la voyais pas pour une raison simple, c'est que je m'agaçais tellement du peu de temps, et peut-être du peu de talent d'ailleurs, mais je m'agaçais tellement de tout ça que j'étais pas persuadé. Mais je me disais, si je revois ces films, ça va me démoraliser à un point que je ne serais peut-être plus capable de mettre un pas devant moi ou un film devant moi. Voilà. Et en fait, sur les 3, j'en ai revu 3, et ma grande surprise, c'était pas si mauvais que ça. Voilà. Donc, les doigts à la tête, j'ai trouvé les 4 petits, là, 17 à 18, 19 ans, d'une liberté qui m'a surpris. Moi, je savais que ça s'était bien passé entre nous et entre eux. Mais je n'avais pas le souvenir que c'était aussi libre et pas improvisé, aussi libre et écrit que ça. Donc, eux ont réussi, au-dessus des notes, à apporter ensemble, mais c'est quand même eux qui le faisaient dans la caméra, ont réussi à apporter une, une, une légèreté, enfin, ils ont réussi ça parfaitement. Ensuite, j'ai vu la Droesse. La Droesse m'a paru très tenue, avec aussi toujours remarquable enfant, remarquable garçon qui avait 18, 19, 20 ans, je ne me souviens pas. Ils sont remarquables et le film est très tenu. Donc je me dis, tiens, j'ai au moins aussi à tenir un film. Je ne vois pas le moment où ça lâche. Et puis j'ai revu aussi, et je finis par croire que je ne fais que des bons films, j'ai réussi à voir, sans le forcer, parce que j'avais un avis qui n'était pas du tout négatif sur ce film-là, chez d'autres non plus d'ailleurs, mais j'étais méfiant. J'ai réussi à voir La vie de famille, et La vie de famille, c'est un film d'une grande fantaisie qu'on on n'a pas improvisé, mais qui n'était pas totalement écrit. La dernière partie n'était pas écrite. Et il a fallu attendre. Le tournage des 3 quarts du film nous a donné le final. Voilà. Je pense que c'était une bonne idée d'attendre, d'écrire en une nuit la dernière partie, parce que ça dépendait évidemment de ce qui allait se passer entre, même si c'était écrit, entre ce père et sa fille. Moi, c'est drôle que vous n'ayez pas revu La femme qui pleure. Ben, je joue dedans, donc mais oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi, j'ai envie de vous dire. Et puis, c'est ça qui est intéressant, c'est de se revoir, et puis il y a aussi d'autres... Mais non, mais j'ai jamais voulu être acteur. J'ai proposé à des acteurs qui ont refusé, donc il y avait déjà du refus à l'époque. Et à ce moment-là, je me souviens de garçons que j'ai vu le plus. J'ai beaucoup proposé des films à des chanteurs. Je trouvais plus charmant que nos acteurs le plus souvent. Bon. Et là, c'était Dick Hannigan qui a été visé. Dick Hannigan m'a dit, je ne peux pas le faire. Donc, après, j'ai fait des propositions, mais qui étaient moins sérieuse. Et je me suis retrouvé avec un film qui était produit par Gaumont, et Catherine Deneuve qui a été visée, qui m'a dit non. Ensuite, j'ai proposé à Miu Miu qui m'a dit oui. Et puis Miu Miu est parti faire un film de Lozé. Je comprends bien, c'est un grand respect pour Lozé. Donc, la question était de... Voilà, je n'ai plus d'argent à Gaumont, je n'ai plus d'argent de personne. Donc, est-ce que je fais le film ou non, ou pas? Et sur ma route, j'ai fait une bonne rencontre, c'est Guy Robert, et je dis avec 50 000 francs, donc l'équivalent de, je ne sais pas,
Ça repris de francs, à ce moment-là, ça faisait quoi? J'ai pas l'équivalent, mais ça va être 70 000 euros, quelque chose comme ça. Je peux, voilà, vous pouvez, Yves, être le producteur du film. Il m'a dit, mais on ne fait pas de film avec si peu d'argent. Je lui ai dit, ben, donnez-le-moi et je vous le donne dans 3 mois. Et ça s'est passé comme ça, mais c'était possible avec mon chemin, avec ma voiture, avec ma fille, avec ma petite fiancée, avec moi, avec moi. Mais je n'ai pas rêvé à ce instant, même dans mes rêves les plus cinglés, je n'ai pas rêvé un seul instant que je pouvais être acteur. Je me suis toujours vu comme quelqu'un sans aucune fantaisie. Peut-être un peu de fantaisie dans l'écriture, dans la mise en scène, mais ne parlais pas de moi comme acteur. Et j'ai fait le film comme acteur par orgueil, par vanité, pour dire vous ne voulez pas me produire, eh bien je vais le faire. Voilà, en colère. Mais du coup, je me suis retrouvé, alors pendant 2-3 semaines, il y avait 3 techniciens, plus un régisseur, un T4. Hein. 2 types d'image, un type au son. Un type au son, il faisait avec sa perchette, il n'y avait pas de HF à ce moment-là, donc c'était un bricolage inouï. Pendant 2-3 semaines, j'ai demandé à l'assistant de me pousser dans le champ tellement je ne voulais pas y aller. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, comme comédien, je ne peux pas y aller parce que c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Mais si j'y entre comme cinéaste, alors je vais pouvoir me déplacer un peu. Les quelques conseils d'entraîneur de boxe que l'on donne au bord du ring en disant ta gauche, non, un peu plus, pense. Je pourrais le faire dans le champ. En me le disant, mais sans que ça sorte de ma bouche. Donc, je n'avais aucun commentaire bidon à retirer au montage. Donc, je pouvais aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite, m'asseoir à gauche, m'asseoir à droite. Je savais où était la caméra, je savais que l'opérateur pouvait me suivre ou ne pas me suivre. Je pouvais être hors champ, je pouvais faire un silence, je pouvais. Voilà. Enfin, comme cinéaste, à ce moment-là, j'ai trouvé ça pas si désagréable, voilà. Mais je me suis jamais vu j'ai jamais vu comme un acteur. Le comique de l'histoire, c'est qu'après ce film-là, on m'a fait des propositions d'acteurs. Et alors, ça, je n'en revenais pas. Donc, Eustache, qui avait dans l'estime, m'a fait une proposition d'acteur dans le rôle principal. Enfin, je n'étais pas la figuration. Garel, Varda, enfin d'autres. Ben, je me suis dit, mais si j'étais un tout petit peu doué, si j'aimais un peu ça, j'aurais pu changer de métier. J'aurais pu gagner plein d'argent et m'acheter des appartements. Mais c'est marrant que vous parliez de Garel parce que moi, je voulais vous parler d'un film dans lequel vous avez joué. C'est le film de Garel en 85, elle a passé tant d'heures sous les sunlights. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que c'est pour vous parler aussi de La femme qui pleure. Et le fait que dans ce film, il y a votre fille. Vous filmez votre fille. Et dans le film de Garel, il y a ce très beau moment que je trouve personnellement vraiment très beau. Il y a lui et vous discutez tous les deux. Enfin, il vous demande en gros comment vous faites pour filmer votre enfant. Et puis, ça vous amuse parce que il parle souvent de la mère, et vous lui dites, mais tu n'as pas à demander. Enfin, je pense c'est marrant que tu veuilles demander la permission à la mère pour filmer ton enfant. Et vous lui dites à un moment un truc très, très intéressant. Vous lui dites, en fait, quand tu filmes ton enfant, c'est ton éducation. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un peu de cela aussi quand vous filmez votre enfant dans La femme qui pleure, ou quand vous avez aussi filmé des corps qui vous sont extrêmement familiers, parce que c'est aussi un aspect très important dans votre cinéma. En tout cas, pour moi, c'est un aspect important. Cette manière de proximité de dire, je vais filmer des corps qui me sont extrêmement familiers. Alors, je dirais, j'ai envie de faire une comparaison. Je n'ai jamais revu le film, évidemment. Attendez, je suis dedans, mais il m'avait piégé. J'ai entendu la caméra qui était bruyante à cette époque-là tournait, et je lui ai demandé une deuxième prise en me disant, je serais meilleur à la deuxième prise, je ne savais pas que tu allais me filmer. Donc, accordé ma deuxième prise, il n'a jamais voulu m'accorder une deuxième prise. Donc, je pense que j'aurais pu être meilleur, mais je n'ai jamais vu le film. Je dirais, dans La femme qui pleure, il y a une enfant de 3 ans qui est ma fille, et je l'ai piégée. Et je ne suis pas très content de moi. Plus tard, vieillissant, en prenant un peu de confiance,
j'ai fait une enfant de 4 ans, Victoire Ponette, et là, il y a du travail. Elle apprend un texte, on lui fait apprendre le texte, je ne sais pas lire, mais enfin, on lui apprend le texte. Et on fait des travelling, on fait des tranchées pour pouvoir se mettre à hauteur des enfants pour que les travelling puissent être à hauteur des caméras puissent être à hauteur. Bon, là, il y a un vrai travail. Alors, elle a 4 ans, elle n'a pas 3 ans. 3 ans, est-ce qu'avec 3 ans, je serais faire travailler un enfant? C'est pas impossible aujourd'hui, pardon. Mais je suis un petit pleure, les 3 techniciens sortaient. Je pense que Lola n'était pas dupe, ma fille. Elle n'était pas dupe parce qu'elle était filmée, mais c'est à voir, je n'en sais rien. C'était vraiment. C'était dégueulasse, la façon dont je filmais. Donc, avec le recul, vous trouvez que c'était. La caméra était là. Il y avait un micro plus ou moins accroché. Et puis, je faisais le tour, je faisais un clap un peu en douce, comme ça. Et puis, je mettais la caméra en marche, je mettais le Niagara en marche. Et puis, j'allais m'asseoir, par exemple, à côté de ma fille, et je me souviens d'une scène à l'intérieur, où on est filmé, mais c'est comme s'il y avait des caméras de surveillance, une caméra de surveillance, je ne sais pas comment dire. Et on parle de ce qui m'intéresse, mais donc elle n'a pas de texte, elle ne dit pas un texte, elle répond à mes questions et je peux imaginer un peu ses réponses, mais bon, elle n'était pas principale, elle avait un rôle secondaire, elle est dans quelques scènes, voilà, non, mais aujourd'hui, je l'ai filmé comme on filme un animal domestique. Si ce n'est que je ne parle pas beaucoup, je n'ai pas d'animaux domestiques et je ne sais pas si j'en parlerai. Mais c'était bien ma fille. Et à l'origine, ce n'était pas elle, c'était la fille de Dominique Laffin qui devait jouer le film. Et comme les rapports n'étaient pas simples entre la mère et la fille, je ne sais pas si avec la fille de Dominique Laffin, j'aurais travaillé davantage. Peut-être bien, parce qu'elle était un peu plus grande, un peu plus âgée. Elle avait 1 an de plus, si je ne dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, je pense qu'avec les enfants, on travaille. Ils travaillent, ils ont de la fantaisie, ils sont joueurs. Et je n'ai jamais eu d'accident, jamais d'accident avec des enfants. Peut-être pour ça que j'ai continué à faire le film avec eux. Alors que avec les hommes, quelquefois, ça ne s'est pas passé tout à fait idéalement. Voilà. Avec les femmes, bien plus. Donc les femmes, les enfants, d'abord. Moi, je me suis toujours promis que si un jour je vous rencontrais, il fallait que je vous pose cette question par rapport à Ponette, parce que vous avez parlé de Ponette, pour ceux qui ne savent pas. Je me suis toujours posé cette question, comment vous avez fait pour la regarder comme vous l'avez regardée et pour surtout qu'elle accepte, elle a 4 ans à ce moment-là, qu'elle accepte d'être regardée comme cela. Comment vous avez fait pour que ce film, et en même temps, c'est un film de fiction. Je suis toujours assez perturbé lorsque je vois d'autres films dans lesquels le ou la cinéaste ne filme que le point de vue de l'enfant. Et à chaque fois, il y a vous qui arrivez avec Ponette et je me dis, comment cela s'est-il passé? Comment a-t-il fait? Bon, ben, c'est pas une enfant de hasard, donc il y a eu un très long casting. À partir du moment où je l'ai vue, ben, je l'ai choisie. À partir du moment où elle m'a vu, elle m'a choisi. Quand j'en vais chez ses parents, je sonne à la porte, c'est à Lyon, elle me prend par la main, elle m'emmène dans sa chambre et pendant 1 heure, on joue ensemble à des jeux je sais pas, c'est peluche, c'est machin, etc. Et là, je suis casté pendant 1 heure. Pendant 1 heure, et après 1 heure, c'est OK. Elle me relâche, on va dîner avec ses parents, et là, j'ai été casté. Donc, elle s'est dit, avec lui, je ne sais pas ce que je vais faire sur un film, qu'est-ce que ça veut dire, mais en tous les cas, oui. Voilà. À partir de ce oui, il y a 1 ou 2 jours, une journée un peu difficile parce que, comment expliquer un film, c'est très, très compliqué. Et puis après, ben, ça très grande fantaisie, mais qui est la fantaisie de tellement d'enfants. Je veux dire, j'ai un enfant, malgré mon jeune âge, j'ai un enfant qui vient d'avoir 6 ans.
si je m'étais amusé à filmer toutes ces affections, tous ces jeux, mais c'est au-delà de... On ne peut pas obtenir ça d'un adulte. C'est impossible. Donc, des très, 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 très grands comédiens. Je ne parle pas des virtuoses. Je ne parle pas de ceux qui sont à un degré tel que ce qu'on a écrit exige peut-être cette virtuosité-là. Mais avec les enfants, il y a l'évidence, et avec un enfant qui n'a jamais joué en plus, qu'on n'a jamais vu, il y a l'évidence que ce sont absolument des joueurs doués d'une fantaisie inouïe. Et si on est assez... Si on a envie, ben si on capte ça, c'est facile, c'est fastoche. C'est plus facile de tourner avec avec cet enfant de 4 ans. Ça demande peut-être plus de concentration et de focalisation, de je ne sais quoi, mais que de tourner avec quelqu'un qui a fait 20, 30 ou 40 films, qui serait un homme, par exemple, qui aurait par hasard entre 40 et 50 ans. Là, on se heurte à un savoir-faire qui permet de jouer tout à fait correctement, tout à fait aimablement, mais il n'y a pas de surprise. Je ne vois plus parmi tellement d'acteurs que j'ai vu tellement de fois, je ne vois pas la moindre... Ils ne me surprennent plus jamais. Donc c'est terrible ce que je dis, parce que je pense qu'ils en surprennent d'autres, j'espère. Moi, ils ne me surprennent plus. Donc, il faut être un grand acteur, il faut un courage, parce que le faire semblant de jouer l'émotion, le faire j'ai du mal à y croire. Les colères, par exemple, une colère de nos plus grands comédiens, je sais bien qu'ils sortent de cette colère-là avec la plus grande tranquillité et qu'ils peuvent la jouer 5 fois ou 10 fois. Ça ne leur coûte rien, ça ne va pas les empêcher de dîner peinard le soir, ça va pas... Non. C'est des colères extraordinairement bien fabriquées, mais fabriquées. Or là, des enfants et aux adolescents assez jeunes, il est évident qu'il faut qu'ils traversent ce sentiment-là pour vous le donner. Donc ça leur coûte énormément, mais leur coûtant, ça leur donne aussi un plaisir inouï parce qu'ils ne pensent pas qu'ils vont peut-être réussir à le faire, et quand ils le font, ils sont dans une euphorie formidable. Il n'y a certainement pas ces acteurs qui viennent faire sa magnifique colère, je ne suis pas certain qu'ils soient euphoriques un seul instant. Donc, cette méfiance des enfants, par chance, moi je l'ai connue très fort, et j'ai connu jusqu'à Ponette pendant 20 ans, je n'ai plus voulu faire de films tellement en France j'ai été quasi insulté. Mais aujourd'hui, en 2020, je vois pas mal de cinéastes qui ont moins peur des enfants, qui sont capables de tourner avec, qui essaient de... Alors, peut-être jusqu'à 4 ans, mais on verra, il y en aura d'autres qui arriveront. Mais je vois tout de même, je suis peut-être pour un tout petit quelque chose, mais pas pour grand-chose, mais tourner avec des enfants fait moins peur aux nouvelles générations qu'autrefois, c'est une évidence. Quand on voit Les Doigts dans la tête, ou quand on voit La vie de famille, ou d'autres films que vous avez fait après ou entre, je me pose cette question, ou La Drôlesse aussi, La Drôlesse, est-ce que vous sentez que les enfants ou les adolescents, voire les jeunes adultes, adolescents, jeunes adultes, ont cette impression de constater que vous avez besoin d'eux pour définir votre mise en scène, alors que lorsque vous êtes avec des adultes, ça doit être différent, j'imagine, le travail de la mise en scène. Non, j'ai l'impression que c'est la même chose. Mise en scène, ça veut dire mise en place pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, en dehors des techniciens, seulement avec les comédiens. Donc, je ne sais pas quelle a fonctionné comme ça, mais ça ne me surprend pas du tout. D'ailleurs, ça me paraît une logique formidable.
d'abord avec les comédiens, mettre en place, mettre quelque chose en marche, mettre quelque chose sur le feu, et puis après, quand ça commence à être sur le feu, aller chercher des techniciens en leur disant, voilà ce qu'on va faire. Autrement dit, ne pas être dans l'exécution, parce que si on fait venir les techniciens avant, c'est qu'on sait tout, donc on est dans l'exécution, et donc les comédiens, ils voient dans l'exécution, malgré tout, on n'y peut rien. Donc il y a les 7 plans et 8 plans à faire dans la journée, c'est découpé, c'est un cinéma très découpé, le temps de ces plans à tourner est découpé, tout est découpé, et la liberté manque, donc il est évident qu'il est nécessaire qu'il y ait une liberté au moment de l'écriture, mais cette liberté, il faut qu'on ait au moment du tournage. Or, la plupart des films que je vois sont sans liberté au moment du tournage. Ça fait des films tout à fait convenables et parfois des films tout à fait peut-être formidables, j'en sais rien. Moi, il y a des tas de metteurs en scène qui avaient tout dans leur tête. Mais tout dans leur tête veut dire qu'ils n'attendent rien du tournage. Et moi, j'attends tout du tournage. C'est pas parce que j'écris, c'est pas parce qu'on a des notes. Les notes, vous prenez une sonate je sais pas, de Beethoven, d'un sonate de Beethoven au hasard, les 2 tiers, il faut être solide, il ne faut pas être épuisé, fatigué devant cette musique-là. Mais les 2 tiers, les 3 tiers, je dirais 4/5, m'ennuient plus ou moins, ne me touchent pas du tout. Et puis il y en a 2 ou 3 qui à chaque fois, je monte en vrille. C'est hallucinant comme ces gens. Donc il faut que je sois très en forme parce que ce que je vais recevoir, c'est une émotion qui va être selon la journée, selon l'heure, selon mon humeur, mais si je suis un peu costaud, je vais être traversé là, vraiment, par eux, par leur interprétation. C'est les mêmes notes. Mais avec les mêmes notes, on peut, on sait, il ne faut pas savoir très bien où on va. Les pianistes le savent, eux, ils ont travaillé longtemps. Moi, comme cinéaste, j'ai pas eu le temps de préparation. Donc, c'est sur le tournage que ça va se faire. Et la couleur de la scène, les changements de tempo de la scène, enfin, la durée des silences, tout ça, ça va se faire sur le moment. Et ça veut dire que ça demande plutôt 15 scènes ou 20 scènes que 3 scènes, parce qu'au bout de 3 scènes, on commence la recherche, on a mis des bottes, on a la machette à la main, et puis on va y aller. Voilà. Mais au bout de 3 scènes, si je montais la 3e scène de tous mes films, c'est ça, ça ne serait plus là, je serais mort depuis longtemps, et mes films aussi, voilà. Mais on sait qu'effectivement, le tournage est une étape qui pour vous convient énormément. Mais alors le montage, quand on arrive à l'étape du montage, est-ce que c'est un peu douloureux pour vous, ce moment-là, parce que c'est remettre en question le tournage aussi? Non, je ne remets pas. Vous ne remettez pas en question les scènes qui fonctionnent. Vous remettez en question les scènes qui n'ont pas bien fonctionné. Donc, le montage, c'est une énorme gomme qui permet, qui peut permettre de temps en temps de faire des ellipses, de couper des fragments qui ne fonctionnent pas. Et est-ce que si on les retire, est-ce que ça fonctionne encore? Alors, il y a aussi à nouveau une question de tempo, c'est-à-dire que l'ensemble fait que comment on ralentit une fin de scène, comment sur un gifle, comment on ralentit le film, si on la coupe, comment on accélère. Ouais, bon. Donc il y a quand même cette question-là, il y a quand même un travail musical, voilà. Mais c'est pas si grand que ça, parce que si vous faites de l'exécution, c'est du studio. Si vous tournez comme je tourne, comme on est quand même quelques-uns à tourner, c'est du live. Donc, on ne peut pas attendre que tout se passe du montage. Le montage, c'est une étape, c'est pas aussi costaud que l'écriture et que le tournage. Ça peut pas. Vous parliez de musicalité, c'est très drôle parce que c'est ce que je ressens aussi quand j'ai revu les 4 films. Donc,
Les doigts dans la tête, la drôlesse, la vie de famille et la femme qui pleure. Dans les doigts dans la tête et la drôlesse, vous avez vos personnages, donc soit des enfants ou alors des jeunes adultes. Il y a une musicalité dans ce qu'ils disent. On sent qu'ils ne sont jamais éloignés de ce qu'ils disent. Et ça donne donc ça donne comme ça une situation dans laquelle le spectateur a cette impression de participer aussi à la construction du film. C'est ça. Moi, quand je vois vos films, j'ai cette sensation-là d'être, Mais en fait. il peut pas y avoir de distance. Enfin, ça doit coller, à l'âme, si je veux dire. Mais c'est comme si c'était un masque, c'est un masque mortuaire. C'est-à-dire que ça colle. C'est pas quelque chose qu'on retire. Il n'y a pas un élastique derrière. De temps en temps, on pense à l'aspiration, ou on monte sur un visage, ou on ne dit pas totalement. Non. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent faire ça avec délicatesse, avec fantaisie, avec parfois l'ironie nécessaire à la scène, etc. Mais c'est impossible de ne pas être dedans, de ne pas être dans le là où ça crie, quoi. Il ne peut pas échapper à ça. Ils peuvent pas échapper à ça. Quand je revois les 4 films qui sont restaurés et qui sont montrés à partir de demain, j'ai l'impression finalement que ces 4 films-là, si on devait un peu leur trouver comme ça une espèce de fil conducteur, il y a toujours cette idée finalement, cette question que vous vous posez, qui existe depuis l'humanité certainement, c'est quoi la différence entre un homme et une femme? Oui, c'est bizarre, vous me disiez ça parce que je ne me pose pas trop la question, si ce n'est que je dirais, moi j'ai beaucoup tourné des enfants et des petits, et plus avec des femmes qu'avec des hommes, en règle générale. Ça tient plutôt à une peur. C'est-à-dire que les hommes m'ont toujours foutu plutôt les jetons. Ça doit longtemps, ça doit durer encore maintenant. Pas dire que c'est pas des amis hommes, mais tourner avec des enfants, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. Tourner avec des femmes, c'est tellement plus facile. Le plus dur vraiment, c'est des comédiens très professionnels. Et il y en a, bien entendu, avec qui je pourrais tourner tellement, tellement, tellement bien. Parce qu'à force de dire ça, on comprend qu'ils ne veulent pas tourner avec moi. Mais je n'étais pas effrayé par mon père, mais tout de même. Maison, sauf un, me terrifiait plutôt. Et puis il y a eu un tout petit peu d'armée où j'ai réussi à m'en sortir. Enfin, je ne m'en sortais pas. J'étais dans les jupes de ma mère, de ma grand-mère. Je me suis débrouillé toujours pour être l'espèce de favori, de chouchou, comme on disait, de ma grand-mère. J'ai vraiment, mes cousins, mes cousines m'ont fait ratiboiser complètement. Je veux dire, pas question que je ne sois pas le favori. J'ai fait ce méchant jeu-là. J'ai l'impression toute ma vie. Puis après, il y avait les tantes en un premier temps, puis on va dire un peu, il y avait les cousines, donc là, ça devient un peu plus intéressant, si je veux dire. Mais oui, planqué du côté des femmes, et donc plus facile de tourner en amateur que je suis, avec des gens qui n'ont jamais tourné, qui sont plutôt de sexe féminin, mais avec les garçons aussi. Je veux dire, quand je pense aux jeunes Werther, enfin, il y a des films avec lesquels avec les garçons avec qui ça se passait très bien. Mais mon goût, certainement, pour les plus jeunes et pour les gens qui n'ont jamais tourné, vient certainement de ma trouille et de ma timidité, enfin de ma trouille devant les hommes et de ma timidité, oui, certainement.
Mais alors, quand vous filmez Vincent Lindon dans Rodin, vous filmez, c'est un monstre, c'est un peu contradictoire avec ce que vous êtes en train de me dire. Ben, oui et non, parce que ça a été compliqué avant pour s'entendre. Il y avait du mal, il y avait deux choses qu'il ne voulait pas faire, c'était apprendre le texte. Il préférait le lire plusieurs fois, me disait-il, et puis avec ses propres mots, il trouvait ça bien plus libre, bien plus... Je ne croyais pas du tout à ça. Je pense que si on reste des mois sur des scènes, en reprenant, 9 fois sur 10, c'est moi qui ai raison. Une fois sur 10, ce sera mieux. Mais cinéma vérité, comme on disait, qui est totalement improvisé dans les 50, il a disparu, hein, il n'existe plus. Qu'on se serve de ça au théâtre, par exemple, pour essayer de, à partir de l'improvisation, essayer de trouver des choses parfois intéressantes qui font que on va recueillir toutes ces petites choses intéressantes et on va s'en servir, oui. Le cinéma, non, non, du tout. Et puis la deuxième chose qui inquiétait Vincent, c'était les plans séquences. Il me dit, mais je ne suis pas un acteur, de profession, je n'ai pas fait le conservatoire, je n'ai pas. Donc, et puis, on a failli ne pas faire le film, on était à deux doigts de ne pas faire le film pour ces raisons-là. Et puis, je lui ai dit, je ne céderai pas, je préfère ne pas faire le film, que je ne pouvais pas tourner autrement que quand j'étais habitué à tourner, parce que ça me paraissait la bonne solution pour moi en tous les cas. Et puis ça s'est passé, le tournage s'est passé idéalement, et au bout de 3 jours, Vincent, de façon très drôle, parce qu'il est très drôle, vraiment. On le voit passer dans les films. Vincent disait, mais comment j'ai pu être découpé comme du saucisson depuis des dizaines d'années, je veux dire, le plan séquence, je ne veux plus tourner qu'en plan séquence, c'est formidable, etc. Alors, bien entendu, on part pour un voyage. Donc, ça dure 2 minutes, ça dure 3 minutes. Voilà. Qu'il y ait de la crainte, oui, mais si ça fonctionne un peu, et si ça fonctionne mieux qu'un peu, c'est beaucoup plus formidable. Je vais vous poser une dernière question, mais avant, je rappelle juste à celles et ceux qui nous regardent que 4 de vos films, Les Doigts dans la tête, La Drôlesse, La Femme qui pleure et La Vie de famille, restaurés en 4K, distribués par Malavida Film, sont disponibles à partir de demain dans les salles de cinéma. Toutes les informations se trouvent dans le descriptif. Je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que je sais que il y a eu une période où vous alliez très souvent au cinéma, après moins, mais est-ce que là, depuis 20 ans, depuis 10-15 ans, vous continuez encore à voir un peu certains films et surtout, si on parle de cinéma aujourd'hui, de cinéma américain, par exemple, si on doit parler de cinéma américain d'aujourd'hui, on ne peut que parler de cette vague extraordinaire de films de genre, de films de super-héros. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intrigue vous avez essayé de regarder ça pour voir ce que ça donnait voilà, quel est votre rapport aujourd'hui au cinéma? Ça m'a jamais intéressé. Je veux dire qu'aujourd'hui, alors, j'existe plus. Enfin, je peux exister encore comme cinéaste en faisant mes petits films de temps en temps, en faisant mes bricolages, si on me permet de bricoler encore. Mais je suis souvent loin de Paris, je n'ai pas de télévision à Paris, je ne vais plus au cinéma depuis très longtemps. Mais aussi pour une autre raison. C'est pas pour être à ce point une vieille chose, mais c'est surtout parce que le cinéma, ça me fout les jetons. Il n'y a pas que les hommes qui me foutent les jetons. Le cinéma aussi. Donc, entrer dans une salle de cinéma, ça n'a jamais été simple. Jamais. Donc pendant 20 ans, 30 ans, j'ai accepté, de moins en moins d'ailleurs, d'y aller. Alors, en fait, je rage, je suis un type très désagréable quand je sors d'un mauvais film. En même temps, je suis vivant, je suis peinard. Ils m'ont pas atteint, donc tout va bien. Alors que si c'est un cinéaste costaud qui me transperce, je suis voté
on me transperce avec une facilité très grande. Si c'est assez costaud, alors j'ai besoin d'être au dernier rang, d'avoir appelé le SAMU à l'avance et de filer qu'on me protège et qu'on me sauve immédiatement. Donc, ça me faut un théâtre encore plus. Au théâtre, c'est des amis qui vous invitent, comédiens qui vous invitent au metteur en scène, et tout à coup, vous êtes au 5e rang, au milieu. C'est une horreur, vous ne pouvez pas foutre le camp. Cinéma, je peux m'asseoir au dernier rang. Voilà. Donc, je peux sauver ma peau plus facilement. Au théâtre, je n'y vais plus. Je vais mourir. J'ai tellement peur pour les gens qui sont le type ou la fille qui m'invite et qui est là sur la scène. Je dis, mais c'est une audace inimaginable, mais ce type, cette fille, va être payée à un moment. Elle va tomber comme une mouche. Voilà. Donc, j'ai la peur. Alors, les 20 dernières minutes, ça va mieux. Je me dis, je crois qu'il va s'en sortir. Et peut-être que moi aussi, du coup, je vais m'en sortir. Mais c'est une horreur absolue. Donc, j'ai des DVD. Si c'est un peu trop fort, s'il m'arrange bien, je peux stopper et me dire, demain matin, peut-être que je retournerai. Mais c'était la même chose en littérature. Je veux dire, lire Dostoïevski quand j'avais 18 ans, c'était pas simple. Lire Faulkner n'a jamais été simple. Et ça m'ennuie beaucoup. Et je sais pas comment les gens font pour lire 200 pages de Faulkner ou 200 pages de Dostoïevski d'un coup. Moi, j'en suis pas capable. Je n'en ai jamais été capable. Donc, il faut me voir comme une espèce de pauvre feuille morte d'automne qui comment j'ai pu faire une trentaine de films. C'est inconcevable. C'est avec le système nerveux que j'ai qui vaut pas un clou. C'est une pitorerie. Les salles de cinéma, je vais vous faire une confidence, moi aussi, je me mets toujours au fond parce que s'il faut partir, je dérangerai moins. Mais j'aime bien, moi, regarder aussi les gens qui regardent le film. Je ne sais pas si si vous aimez ça aussi. Il y a cette idée. En fait, aussi, alors ça, c'est une raison très, très petite, très secondaire, même pas secondaire d'ailleurs. Le type qui commence à tousser, qui commence à manger son maïs, tout ça me rend cinglé. Je crois que je ne peux voir un film que seul. Je ne peux écouter la musique que seul. Ça me paraît un plaisir solitaire. Donc, quelques fois où je suis dans une salle où il n'y avait personne, des films qui ne marchaient pas du tout, qu'est-ce que ça m'allait bien. Et en même temps, pas souhaiter que les films soient vus par 2 personnes ou 3 personnes. C'est pas fait pour ça, c'est le cinéma. Mais c'est pas fait pour moi, voilà. Je répète, 4 films, Les doigts dans la tête, La drôlesse, La femme qui pleure, La vie de famille. C'est restauré en 4K, c'est important quand même, et c'est distribué par Malavida Film, et c'est réalisé par Jacques Doyon qui a accepté. On devait faire une demi-heure, on a fait 1h02. Mais je pourrais faire plus, mais on va quand même arrêter. On passe 2 ou 3 heures. La prochaine fois. En tout cas, c'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Et puis, accepter, c'était une invitation extrêmement plaisante. Et donc, voilà, c'est moi qui dois vous remercier. Merci beaucoup. À très vite. Générique. Ouais. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle